Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. D'abord, comme tous les mardis, zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Comme le vin, le Covid-19 a déjà convaincu un certain nombre d'investisseurs de diversifier davantage leurs investissements en se tournant vers les actifs réels, l'or par exemple. D'autres, plus audacieux, ont été encore plus loin et se sont tournés vers le vin. Notre invité va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre ce que signifie investir dans le vin en termes de risque, de rendement aussi. Daniel Immacolato, directeur général de Cavissima, plateforme d'achat ou d'investissement dans les vins de garde et grands crus, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Je dois commencer cette interview en rappelant bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le boire avec modération. Daniel Immacolato, je le comparais à l'instant à l'or. Le vin peut-il être considéré comme une valeur refuge ? Oui, tout à fait, oui. Dans la mesure où, comme l'or, la valeur des actifs vins, je dirais, est assez décorrélée des marchés boursiers classiques, je dirais. Donc, et je dirais encore plus décorrélée que l'or pour le coup. Donc, je dirais la croissance, la prise de valeur des grandes bouteilles. Là, on parle vraiment d'une catégorie de vins très spécifique. On parle de très grands vins qui sont liquides, donc sur lesquels il est possible d'aller sur ce qu'on appelle des seconds marchés, exactement comme pour, je dirais, des actifs classiques. Et ces vins-là donc sont décorrélés, je dirais, leur valeur est décorrélée des actifs boursiers. Daniel Immacolato, comment les investissements dans le vin ont-ils évolué ces dernières années, ces derniers mois même peut-être ? Je parlais de la crise du Covid-19. Alors, ces derniers mois particulièrement bien, mais je dirais si on fait un zoom élargi, sur les 20 dernières années, on a une prise de valeur moyenne qui est alors selon les périodes, entre 4 et 8% par an, ce qui est plutôt pas mal quand même. Et dans cette moyenne, vous avez des vins qui prennent énormément de valeur, d'autres qui prennent moins de valeur, évidemment, comme dans tout portefeuille. Mais globalement, oui, c'est un actif qui rapporte. Pourquoi est-ce, selon vous, un investissement socialement responsable ? Ça, je crois que vous en êtes convaincu. Oui, tout à fait, oui, parce que après c'est une question de sélection des propriétés. Vous avez aujourd'hui des propriétés qui sont de plus en plus tournées vers ce type de pratiques, avec des pratiques à la fois environnementales. Beaucoup des châteaux qu'on propose à nos clients sont en biodynamie ou en bio, certifié bio, exactement. Et avec des pratiques HVE, etc., qui sont plutôt positif pour l'environnement. Plutôt respectueuse de l'environnement, et puis c'est aussi un investissement dans le terroir. Exactement. C'est ce qui le rend socialement aussi responsable. Daniel Immacolato, est-ce qu'il faut forcément être un fin connaisseur de vin pour investir dans le vin ? Oui et non. En fait, on a vraiment deux catégories de clients. Vous avez des clients qui sont des purs aficionados du vin, qui adorent ça, qui sont très, très curieux et qui d'ailleurs ont des demandes très précises. Et puis vous avez des investisseurs qui veulent juste diversifier, en fait, tout simplement, qui se rendent compte qu'il y a un potentiel de ce côté-là et qui s'intéressent, qui se prennent au jeu. Donc voilà, après l'aspect culturel et l'aspect plaisir associé fait que voilà, c'est je dirais, un investissement différent d'autres investissements. Mais globalement, vous avez vraiment les deux catégories qui se mélangent. Et je dirais souvent les investisseurs qui viennent plutôt du côté purement investissement se prennent au jeu. Et au sein de Cavissima, on a deux pratiques. Je dirais la structure dédiée à l'investissement, une structure dédiée plus à la consommation. Avec des caves de consommation, on va dire. Et souvent, la plupart du temps, les investisseurs qui viennent pour le côté investissement vont basculer et créer une cave pour plaisir, en fait. Ils se prennent au jeu. Il y a quand même cette partie plaisir. Année, région, que faut-il regarder alors quand on investit dans le vin ? En fait, notre job, c'est de proposer aux clients des caves qui soient le plus logiques, les plus cohérentes possibles et qui aient le maximum de potentiel en termes de valorisation. Donc, quels sont vos critères alors de sélection ? Donc, on va mélanger différents profils de vins. On va aller chercher des primeurs. Les primeurs, vous savez, c'est des vins qui ne sont pas encore en bouteille, notamment évidemment à Bordeaux, et qui sont au prix le plus bas historique possible, je dirais. Donc, c'est effectivement un champ qui nous intéresse. Mais on essaie aussi de mettre des vins ce qu'on appelle des vins livrables, donc des vins de millésimes ultérieurs, sur des millésimes qui sont intéressants, sur lesquels il y a un potentiel de valeur, une réserve de valeur dans le prix.
Et on va aussi chercher des vins, et ces vins livrables, on va les chercher sur des vins français, bordelais, bourguignons, du Rhône, enfin de peu partout, Des vins étrangers aussi? et aussi des vins étrangers. De quel pays? On se focalise que sur des très très grands vins, hein. Donc on va avoir des grands Italiens, on va avoir quelques grands Espagnols, Californiens, vins d'Amérique du Sud, d'Australie, voilà, dans de différentes régions du monde. Vous disiez tout à l'heure, Daniel Immacolato, que c'était un actif très liquide, au-delà de la liquidité évidemment du vin. Donc, qu'en est-il alors, expliquez-nous, de la volatilité de cet actif? Il est rare d'assister à des fortes baisses de prix de bouteille. On est d'accord? Oui, alors on peut jamais être certain de rien, évidemment, hein, c'est dans tout investissement. Mais je dirais la mécanique qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un vin, notamment les grands vins, je vais réexpliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un vin liquide au sens non physique du terme. Mais ces grands vins-là ont des apogées qui sont très éloignés de la date de récolte. Donc le vin, je dirais, il y a les acheteurs qui vont le consommer vont être prêts à mettre davantage de moyens, d'argent, plus le vin sera près de son apogée, donc en termes de potentiel de consommation, etc. Donc le vin a un cycle de vie et une prise de valeur, je dirais, qui peut être un peu plus spéculative au démarrage et rapidement qui va s'ajuster par rapport à la qualité du vin, les notes qu'il a obtenues, la qualité générale du millésime, son origine, l'image de marque, de la propriété, etc., etc. Donc vous disiez très éloigné de la récolte, c'est-à-dire qu'on parle de vins qui ont combien d'années? Alors ça va dépendre des profils, mais vous savez, les grands vins, on peut les boire 20, 30 ans ou beaucoup plus plus tard, hein. Donc Donc ce sont des bouteilles qui se vendent en moyenne à combien, celles dont vous parlez? Combien en termes de prix, vous voulez En termes dire? de prix? Ah, vous avez un échantillon qui est très très large. Alors là, on se concentre, alors je reviens sur la notion de vin liquide. Voilà, c'est ça, Hein. ces vins-là. On se concentre sur des marques qui s'échangent énormément sur les marchés. Donc, notre objectif, c'est de proposer des caves pour lesquelles donc les vins qui sont en cave pour le client puissent être évidemment consommés s'il le souhaite, mais qui puissent être revendus sur les marchés. Donc vous avez des vins qui peuvent être très qualitatifs, mais qui ne sont pas liquides, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange, c'est difficile d'avoir des échanges fréquents. Donc on travaille sur des vins qui font l'objet d'énormément d'échanges sur des places de second marché, donc de professionnel à professionnel, ou de client à client directement, enfin d'amateur à amateur, mais essentiellement de professionnel à professionnel. Donc on a des places et de marché avec des prix et qui sont déterminés par différents indices et des prix d'échange en fait, hein. Donc ces marques, donc là pour revenir au prix, là vous avez des prix, je dirais, on va rarement sur des vins en dessous de 50 € en prix de départ, je dirais, primeur. Et après, c'est des prix qui vont se valoriser dans le temps. Et on a des vins qui s'échangent à 15 000, 20 000 €, ouais, la bouteille. Hein. Donc, vous connaissez la Romanée-Conti. Donc, voilà. Donc, vous avez tout. Dans cette, c'est difficile de donner un prix parce que vous avez toute une frange. En tout cas, si demain, je veux investir dans le vin, ce n'est pas nécessaire, en tout cas dans un premier temps, d'investir dans des bouteilles qui sont hors de prix. Alors, quand on va proposer une cave, c'est pour ça qu'il y a une ticket d'entrée qui est un petit minimum un petit peu, parce que c'est difficile de constituer une cave avec des bouteilles qui valent relativement cher et de la constituer de manière équilibrée sur quelques milliers d'euros. Ça ne fonctionne pas en fait, hein. C'est rapidement le prix d'une caisse, vous voyez. Donc l'idée, c'est de démarrer au minimum, je dirais, autour de 20 000 €. Et puis on a des constitutions de caves qui vont jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Donc il y a vraiment tous les profils derrière. Mais déjà avec 20 000 €, 15-20 000 €, on arrive à constituer une cave équilibrée avec des vins, comme je disais tout à l'heure, à la fois primeurs, à la fois des vins livrables sur des millésimes pertinents, des vins étrangers, etc. Et on essaie d'avoir un portefeuille de produits qui soit cohérent, qui ait des réserves de valorisation maximale pour que, en fonction de l'objectif d'investissement du client, hein, s'il souhaite investir sur une période de 4, 5, 6 ans, et puisse avoir un rendement qui soit le plus intéressant possible. C'est de cette manière, donc, chez Cavissima, que vous aidez les investisseurs à faire les bons choix, les bons placements. C'est en leur proposant toute une diversification de produits dans lesquels ils peuvent investir. Exactement. C'est ce qui va être intéressant. Sachant, point important, c'est qu'on laisse toujours le choix à l'investisseur. C'est-à-dire que c'est lui, in fine, qui va choisir les bouteilles. On va lui faire une proposition. Évidemment, on a une connaissance des marchés, on suit ça en permanence, c'est notre métier, hein. Donc voilà, et donc ça c'est un aspect important. Mais après, in fine, on va lui faire des propositions. On va toujours lui proposer, je dirais, si un investisseur souhaite, je ne sais pas,
investir 20 000 euros, 30 000 euros dans une cave, on va lui proposer beaucoup plus que ça pour qu'il puisse opérer des choix. Et voilà, c'est sa cave à la fin, donc c'est important pour nous qu'il le fasse. Il nous reste une petite minute, Daniel Immacolato. On n'a pas parlé du Livex. Pour investir dans le vin, est-ce qu'il faut forcément passer par le Livex pour investir? Peut-être que sûrement que vous allez me dire non, que ce n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, quels seraient les avantages de passer par le Livex pour investir dans le vin? Le Livex, en fait, c'est un outil. C'est un outil d'échange et qui est pertinent, qu'on suit, parce que ça nous donne des informations sur les prix d'échange des vins. Donc ça, c'est un outil. Alors, beaucoup de clients le suivent, et c'est très bien, pour être avertis un petit peu sur les prix d'échange, etc. Ça leur donne une bonne indication. Les données sont fiables? Les données sont relativement fiables. Oui. Après, la difficulté, c'est que comme ce sont des données d'échange instantané, s'il y a un échange qui s'est fait sur quelques bouteilles hors marché, je dirais, ça peut tordre un petit peu le prix. Donc celle-là, il faut avoir un petit peu un regard de professionnel. Donc voilà. C'est un aspect important. Donc c'est un outil utile, très utile. Merci beaucoup, Daniel Immacolato, d'avoir répondu à nos questions. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, rajouter quelque chose. Pour les investisseurs, une chose très importante, c'est que comme c'est un investissement attractif, le vin, vous avez des acteurs qui sont plus ou moins, je dirais, clairs sur ce secteur-là. Donc il y a des structures qui sont agréées AMF, c'est le cas de Cavissima, évidemment. Donc il y a une garantie derrière. Voilà, c'est important d'être certain, de ne pas se faire piéger, parce qu'il y a quelques acteurs un petit peu qui essaient de profiter de cette vague-là et qui sont pas très honnêtes. Donc voilà, soyez vigilants. Merci beaucoup pour ce conseil. Merci Daniel Immacolato. Je rappelle, vous êtes directeur général de Cavissima. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.